Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Avant toute chose, à titre de préambule, je voudrais vous renvoyer vers d'autres vidéos que celle-ci. C'est-à-dire que déjà, la semaine dernière, vous avez tourné une vidéo d'utilité publique avec Emmanuel, ici. Vous avez parlé de la possibilité d'une attaque sur notre marché obligataire. Qui n'est pas certaine, mais qui me paraît probable. Voilà, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé, c'est pas quelque chose de particulièrement farfelu. Et effectivement, le prochain gouvernement, d'autant plus si c'est un gouvernement d'union des droites, enfin surtout RN, LR, ce gouvernement devra effectivement anticiper cette éventualité. En tout cas, savoir quoi faire. Savoir quoi faire. Qu'ils aient une opinion. Ouais. Donc c'est une vidéo d'utilité publique. En plus de ça, je sais qu'il y a des gens quand même relativement importants qui nous regardent, qui regardent ce qu'on fait. Voilà, pas forcément de manière toujours très très régulière, mais je sais que cet institut a un écho derrière dans le monde politique, notamment à droite. Et vous avez aussi fait une vidéo, enfin, vous avez participé à une émission chez Mathieu Bock-Côté aussi, qui était très bien. Dernier. Effectivement. Il est très gai, Mathieu. C'était très bien, donc je renvoie les gens vers ces vidéos en particulier. Après, vous êtes passé aussi chez Berkoff et dans le média Le Toxin, chez Clémence Oudiakova, tout à fait. Donc voilà, à titre préambulaire, je voulais renvoyer les gens vers ces vidéos-là. Je voudrais faire une sorte d'analyse de ce qui se passe en ce moment, pas tellement du commentaire de ce qui se passe heure par heure, parce que ça, il y a d'autres gens qui le font déjà très bien. Mais qu'est-ce qui se passe d'un point de vue politique? Est-ce que le clivage est en train de changer, ou alors est-ce qu'il s'exprime d'une manière simplement différente? Par exemple, à titre personnel, j'ai un léger désaccord avec une analyse que vous avez faite chez Mathieu Bock-Côté. C'est-à-dire que pour vous, c'est l'annihilation totale du clivage gauche-droite, ce qu'on voit en ce moment. C'est pas l'annihilation totale, c'est plus la chose qui compte. Je veux dire, autrefois, on votait, puis il y avait toujours les ventres mous au milieu qui votaient un coup à gauche, un coup à droite. Comme ça, ils étaient sûrs de rester au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui intéresse les gens. Ça se passe pas sur des rapports de gauche ou de droite. C'est pas la distribution de la richesse ou la nationalisation du capital productif. C'est des sujets comme l'immigration. Oui. C'est un sujet, si vous voulez, qui n'est ni de gauche ni de droite, quoi, qui est... Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'immigration qui définit le clivage? Bah oui, mais c'est pas un truc de gauche ou de droite, parce que ceux qui votent le Rassemblement National aujourd'hui, c'était, si on regarde les cartes, c'était les anciens du Parti communiste. Donc, les anciens du Parti communiste, et si je peux me permettre, le discours que tenait Georges Marchais dans les début des années 80, c'est celui que était un peu plus robuste que celui que tient Jordan Bardella aujourd'hui. Donc, on voit bien que quelque chose... Si vous définissez la droite comme, je sais pas, les favorisés de la terre et la gauche comme les damnés de la terre, c'est pas là-dessus qu'on se définit, quoi. C'est pas sur une question de niveau de vie, c'est pas une question d'éducation, c'est pas une question de... Donc vous avez la droite, vous avez aussi les pertes de souveraineté de la nation. Bon, ça c'est de droite ou c'est de gauche? J'en sais rien, moi. Je pense que selon certaines circonstances, ça devient de droite et de gauche si ça définit un clivage. C'est-à-dire que, par exemple... Oui, mais il y a des tas de gars qui sont souverainistes et qui étaient plutôt à gauche, quoi. Oui, parfaitement. Il y en a un paquet. Donc, tout ça me laisse un petit peu réserve, parce que on essaye de recoller dans les deux boîtes, la droite et la gauche, des choses qui n'ont plus rien à voir, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment la bataille entre les globalistes et les localistes, quoi. C'est là où ça se passe. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez toute une partie de la gauche qui sont des localistes, mais pas du peuple de France. Ils sont localistes du peuple d'Afrique du Nord, par exemple. Mais ils sont pas globalistes, hein. Ils n'ont pas le même rêve que Attali ou ces gars-là. Non, eux, ils trouvent que ce serait mieux si on remplaçait le peuple de France par le peuple de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui est une vue. Mais là aussi, c'est ni de droite ni de gauche.
Mais est-ce que justement, par la force des choses, c'est pas un peu devenu de gauche? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui se disent de gauche sont globalement favorables à plus d'immigration, etc. Aujourd'hui, toutes les personnes qui se disent de droite, à plus de 90%, sont justement opposées à cette question-là, à plus d'immigration, et forcément... Est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas vous qui êtes en train de faire un truc en disant si vous êtes contre l'immigration, vous êtes de droite, et si vous êtes pour l'immigration, vous êtes de gauche? Mais je sais pas. C'est-à-dire que... Moi, je suis pour une immigration contrôlée, mais voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est-à-dire que, comment dire, le clivage gauche-droite est quelque chose qui a évolué dans le temps, avec des questions clivantes qui, justement, ont défini ce clivage politique qui ont évolué. C'est-à-dire que, par exemple, au début, lors de la Révolution française, ce qui est défini le clivage gauche-droite, c'est la question des institutions. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut la monarchie? Est-ce qu'on veut une monarchie absolue, constitutionnelle? Ou est-ce qu'on veut carrément la République? Et puis ensuite, notamment sur le XXe siècle, ça a glissé plus sur des questions économiques. Et aujourd'hui, justement, c'est en train de se cristalliser, non pas tellement sur des questions économiques, bien que ça reste un peu sous-jacent, mais ça se cristallise surtout sur la question, en fait, identitaire, et après des questions de souveraineté, etc. Oui, c'est possible, mais par exemple, la quasi-totalité du centre, les Bayrou et compagnie, d'après votre définition, serait quasiment à l'extrême gauche. Parce qu'ils sont contre toutes les souverainetés, ils ont abandonné toutes les souverainetés, ils ont toujours voté pour. La quasi-totalité des gars qui se sont opposés à Ciotti, là, qui voulaient le débarquer, bah, ils ont voté au Parlement européen, Barnier en tête, les abandons de souveraineté et tout. Est-ce que ça en fait des hommes de gauche? Non, ça en fait... Donc, non, pour moi, la définition de la gauche et de la droite, ça devient de plus en plus, mais encore une fois, ça devient de plus en plus... si je veux m'en sortir tout seul, je suis de droite. Si je compte que quelqu'un me fasse vivre sans que je travaille, je suis de gauche. Donc c'est presque une définition, c'est l'État est la solution ou l'État est le problème. Moi, je pense que je dis que l'État est le problème parce qu'il m'empêche de trouver les solutions qui m'intéressent, mais il y a des tas de gens qui trouvent qu'il n'y a pas de solution sans l'État. Donc pour moi, c'est là où est la différence. Mais c'est là où je comprends pas très bien les gens de gauche, c'est que c'est extraordinaire parce que les gens qui font rentrer comme ça n'ont pas du tout les mêmes habitudes, même de pensée politique que nous. Donc, ça va détruire l'État comme solution. Parce que notre État, c'est la vérité, c'est que la gauche est en train de détruire notre État. Mmh. Et elle ne vit que de cet État. Donc, il me semble qu'il y a une espèce de contradiction là. Oui, effectivement, à terme, oui, il y a une contradiction. Il me semble qu'il y a vraiment un truc, vous ne pouvez pas foutre en l'air l'État et en même temps prétendre qu'il va continuer à vous verser des subventions. Il me semble que le vrai problème, c'est que la gauche vit dans le mensonge. Oui, effectivement, elle vit dans un monde très irréel, et lorsque des politiques justement de ce front de gauche, enfin de l'union de la gauche, évoquent des économistes qui disent que leur programme est bien, lorsqu'on s'intéresse à ce que disent justement ces économistes, en fait ils vous disent que la dette c'est pas important, on s'en fiche de toute façon, en fait. Oui, c'est ceux qui ont conseillé Maduro, c'est ceux qui ont conseillé exactement. Donc Chavez, c'est ceux qui ont conseillé Castro, c'est ceux qui étaient marxistes, etc. Mais encore une fois, j'ai toujours dit qu'il y avait deux sortes d'économistes. C'est un peu comme vous avez les économistes qui sont payés par l'État, qui donnent des cours, etc., et qui n'ont jamais mis leur vie en risque, et puis ceux qui vivent dans la vie réelle et qui cherchent des gens qui les payent pour essayer de les prévenir de ce qui va arriver. Donc moi, un économiste qui est payé par les impôts, c'est pas un économiste, quoi, parce que... Ouais. Donc qu'un économiste qui est payé par les impôts décide qu'il faut que l'État ait plus de pouvoir parce que c'est comme ça que lui en aura plus, ça me semble pas particulièrement bouleversant comme message, quoi. Oui, c'est clair. Oui, enfin, je veux dire, il n'y a aucun sens des réalités économiques, c'est-à-dire que derrière, en fait... Ils n'ont jamais gagné leur vie, quoi. On s'en fiche d'avoir un déficit budgétaire de 600 milliards ou même de 1200 milliards, puisque de toute façon, en fait, derrière, on peut s'endetter tout autant. Et mais c'est là où est la différence sur laquelle j'ai essayé de mettre l'accent dans ces 3 ou 4 émissions que j'ai fait récemment, c'est que nous arrivons à la fin de la période où nous pourrons nous endetter. C'est fini. Donc,
j'ai eu des discussions avec des personnes proches de tel ou tel parti politique, et ils ne comprennent pas. Ça fait tellement longtemps qu'on crie au loup qu'ils ne comprennent pas. Je leur dis, mais vous allez arriver à un moment, mais bientôt, enfin rapidement, où vous ne pourrez plus imprimer d'argent, vous ne pourrez plus l'emprunter, et donc il faudra arrêter de payer les fonctionnaires le 30 juillet, parce qu'on n'aura plus rien. Et ça, c'est une idée qu'on ne puisse pas emprunter de l'argent ad vitam aeternam. C'est une idée qui leur traverse même pas la tête, quoi. Oui, en fait, comme on s'est habitué à le faire pendant 50 ans, on pense qu'on fonctionne comme ça presque par essence. Par essence, c'est pas l'État, c'est normal que l'État... c'est pas... non, mais c'est pas possible. Alors, ce que les gens comprennent pas, s'ils me disent, je reçois des questions, comment peut-on arrêter comment on peut arrêter ces déficits, etc. Mais je leur dis... Bon, on peut arrêter de payer, ce serait déjà ça. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est comme il y a 50% de ce qu'on paye qui est emprunté à l'extérieur, si on arrête d'emprunter, il va y avoir des baisses de niveau de vie de 50% de tous les gars qui touchent des subventions. Donc, l'arrêt du déficit, ça implique une énorme baisse du niveau de vie de tous ceux qui vivent des subventions de l'État. Tout à fait. Et c'est vers ça qu'on va. Et on a beau raconter tout ce qu'on veut aux gens. Dès le moment où... on arrive quand la dette devient supérieure au PIB, ce qui se passe, c'est que si vous avez des taux d'intérêt de 3% et que la moitié de la dette est à l'extérieur, vous avez 1,5% qui part chaque année vers l'extérieur. Et en condition que la dette n'augmente pas. Ça veut dire que si vous croissez de 1,5% par an, le niveau de vie commence à stagner, à baisser. Donc c'est quasiment, je veux dire, la baisse du niveau de vie dans les 10 ans qui viennent est certaine. Qu'on fasse faillite ou qu'on fasse pas faillite. Dans un cas, vous mourrez d'un cancer, dans l'autre, vous mourrez d'un arrêt du cœur. Mais je sais pas lequel est le meilleur, mais on peut en discuter. Mais donc, que ces gens-là ne sachent pas faire une règle de 3 pour 10, si la croissance, allez, le PIB français, mettons, j'en sais rien, 3 000 milliards, allez, j'en sais rien. Donc, 1,5%, ça fait 45 milliards. Bon, mais si ces 45 milliards servent à payer la dette des France, que l'on a vis-à-vis de la France, il y a 45 milliards qu'on aura produits qui sortiront de France pour aller payer notre dette. Et c'est-à-dire qu'il nous restera zéro. Et comme la population augmente à cause de l'immigration, ça veut dire... Donc, j'ai pas besoin de faire de longs calculs. Parce que absolument pas, c'est vraiment d'une simplicité... c'est-à-dire, vous faites une règle de 3, quoi, paf. Et donc, tant que ce qu'on empruntait nous revenait moins cher que notre hausse du PIB... On s'en sortait encore à peu près, mais à partir du moment où ce qu'on emprunte devient supérieur, notre niveau de vie ne peut que baisser. Donc j'essaye de montrer ça, mais ils comprennent pas. Non. Mais c'est absolument extraordinaire. Ils me disent, mais on imprimera de l'argent et tout. J'ai dit, mais les Allemands, ils sont pas d'accord pour imprimer de l'argent. Oui, en plus de ça, on peut même plus le faire nous-mêmes. Non, on a abandonné notre souveraineté monétaire et budgétaire. Alors, je leur dis, ce que j'essaye de dire, c'est que je sais pas ce qui va se passer, mais ça nous met dans une position économique extraordinairement vulnérable si quelqu'un voulait foutre en l'air une nouvelle majorité qui arrive en France. Il suffit qu'il organise une pénurie. Ils disent aux gens, vous demandez le remboursement, vous vendez la dette sur le marché. Bon, il doit y avoir à peu près le quart de 3 000 milliards, ça fait combien? Ça fait 750? Ça fait 750? 750 milliards qui sont dans les mains ce qu'on appelle d'investisseurs volatiles, c'est-à-dire une banque centrale, ça va pas vendre ses réserves de change comme ça, mais un fonds de pension, etc., il peut les vendre si ça... Bon. Donc vous allez donc avoir cette année, s'il y a quelqu'un qui demande le remboursement, vous pouvez avoir 1 000 milliards, 1 500 milliards qui arrivent comme ça sur le marché, qui doit pouvoir absorber 150 à 200 milliards par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 1500 milliards qui arrivent dans un marché qui peut en absorber 120, on va fermer le marché, quoi. Il n'y a pas d'autre solution que de fermer le marché. Et de dire, la Banque centrale dira, écoutez les gars, on ferme le marché parce qu'on est dans une situation chaotique, là, on peut plus coter. Mais je vous signale qu'à ce moment-là, une loi a déjà été votée en France pour qu'on puisse aller chercher l'argent dans les... Tout à fait, la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, donc on pourra aller chercher l'argent dans votre compte parce que plus personne ne voudra nous en donner. Mais, donc ça c'est la première chose, on pourra aller chercher de l'argent dans votre compte. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudra dire, écoutez les gars, on est désolé, mais on va plus servir maintenant ce qu'on va faire en attendant que le nouveau parti se mette au pouvoir, fasse un audit et fasse le boulot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer, on va servir la dette, mais on ne la remboursera pas le principal, quoi. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas emprunter non plus. Oui. Et ça veut donc dire qu'il faut que la Banque de France imprime 200 ou 300 milliards. Mais elle ne peut pas le faire sans la permission de la BCE.
Et si la BCE refuse, on est cuit. Donc il va peut-être falloir un moment que dans les 6 mois qui viennent, la Banque de France dise « fuck you, j'imprime ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On sort de l'euro ? On sort de l'Europe ? Gros conflit avec l'UE, effectivement. Soit l'UE nous laisse faire, ce qui serait absolument historique, soit effectivement on sort de l'UE. Mais si l'UE laisse faire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'euro ? Ouais. Oui, après il y a une énorme crise de confiance vis-à-vis des autres membres de l'UE qui ont pas signé pour ça. Alors, bon, vous êtes un étranger, là vous êtes tranquille, vous avez vos euros, vous pensez que c'est une monnaie sérieuse et tout, bon. Et puis vous voyez ça qui commence à se passer. Mais quand la France empruntait 300 milliards d'euros par an, ou 250 ou 300 milliards par an, dans les 2-3 dernières années, c'est cette monnaie qui est rentrée, qui a été probablement au dollar à l'origine, ça soutenait le cours de l'euro. Ouais. Donc ça permettait à l'euro de rester ferme. Mais si d'un seul coup, vous n'avez pas 300 milliards qui rentrent, mais 300 milliards qui sortent, ça fait 600 milliards de différence, l'euro va se viander comme jamais. Donc, s'il y a la crise dont je parle, on va aussi vers une crise de l'euro très forte. Ouais, bien sûr. Surtout que la France a quand même un certain poids. Et puis, sans la France, il n'y a pas d'Europe. Hein. Ouais. Donc, je regarde tout ça avec considérablement de stupéfaction. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde me parle du crétin qui va être intronisé comme député à Londres, qui est député à Lyon, qui est député, qui est, je sais pas quoi, S, là. Oui, fichier S. Fichier S, etc. Tout ça, ça donne un boulot aux journalistes. Mais il n'y en a pas un qui parle de l'espèce de cataclysme financier qui pourrait nous arriver. Je dis pas qu'il va arriver, mais si le coup part, je sais pas comment on l'arrête. Il y en a qui expliquent déjà que ça allait être déjà très compliqué pour Emmanuel Macron. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a dissous d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il a dissous. Parce qu'il n'arrivait pas à faire ses échéances. Je pense que c'est pour ça, parce qu'on allait devoir s'endetter un niveau record. 300 milliards. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Ça fait 1/10 de notre dette. Donc c'est assez énorme. Derrière, on n'avait aucune perspective que ça s'améliore après 2025. Parce qu'on nous avait dit que le déficit allait baisser, puis pas du tout. Il n'est pas à 4,1 comme il devait être, il est à 5,7. Ouais. Et en plus, il va se creuser, ça, il n'y a pas de problème. Et je suis sûr que le gars qui va arriver, il va trouver des cadavres dans les placards partout. Oui, c'est clair. C'est pour ça, justement, je trouve que la position du RN est plutôt rassurante de ce point de vue. C'est-à-dire que ils disent aux Français, les gars, on va pas pouvoir appliquer notre programme tel qu'on l'a présenté en 2022 parce que les comptes publics ne le permettent pas. Et donc, ce qu'il faut faire avant de bouger le petit doigt, c'est faire un grand audit des dépenses publiques. Je serais content s'il le faisait parce que depuis le temps que je le réclame, il devrait charger Charles Pratt de le faire. Oui. Ce serait une très bonne chose. Effectivement. Parce qu'à mon avis, il sait faire des additions, des souscriptions, et des soustractions, et il sait faire une règle de 3, et il connaît un peu les comptes publics, et il pourrait les regarder du côté de la Sécu autre. Donc, à mon avis, ça ferait un excellent ministre du budget. Hein. Oui, j'en rêve. J'en rêve. Et parce qu'au moins, on pourrait croire les résultats qu'il va nous donner. Mais si, à ce moment-là aussi, il faut peut-être que le parti conservateur nouveau là dise à Macron: je n'accepte de prendre les rênes, en admettant qu'ils aient une majorité avec les républicains là, je n'accepte de prendre des rênes que si vous acceptez de lancer un référendum sur un RIC. Parce que je ne vais pas commencer à nettoyer et me faire avoir comme Chirac s'est fait avoir par Mitterrand. C'est-à-dire qu'il a fait tout le sale boulot, puis ensuite, et vous faites revenir la gauche avec au secours, la droite revient, ou je sais pas quoi. Tout à fait. Donc il faut qu'il fasse deux choses: l'audit de l'État et exiger de rendre la parole aux citoyens, aux souverains, à la France. Donc si vous voulez, c'est une manière assez difficile, mais moi, il me semblerait assez juste que si le président de la République n'accepte pas, à ce moment-là, il dit on prend pas le pouvoir, quoi. Démerdez-vous. Déjà, il y a Jordan Bardella qui a dit qu'il voudrait pas être Premier ministre s'il n'a pas de majorité claire, absolue. Parce que en fait, on peut tout à fait le comprendre. Je pense que s'il n'a pas de majorité absolue et que il est Premier ministre, en fait, il y aura une motion de censure directement. Je veux dire, ça va être la guéguerre tout de suite avec le président qui va aller manifester dans toutes les manifestations de gauche. Donc on peut tout à fait le comprendre. Alors, moi, ce que j'espère dans tout ça, je me trompe peut-être, mais toute cette gauche, son programme est tellement ridicule, et ils ont l'air tellement méchants, tellement haineux, et ils ont l'air de détester la France tellement, que tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont prendre une branlée inimaginable. Ils ont pensé que c'était une bonne idée de se mettre tous ensemble,
Mais je crois que se mettre avec Mélenchon, c'est vraiment dire j'aime pas le pays, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Incompréhensible. À quel point, alors que justement le PS venait de faire plutôt un bon score aux européennes, Oui. à quel point Ils se sont fait bouffer par tout le Mélenchon. monde se laisse bouffer par Mélenchon, Mais par la pourquoi France Insoumise. C'est un truc de Il fou. est laid, il est bête, il est méchant. Mais je crois que c'est la pression militante qui est vraiment très favorable à ça. Et d'ailleurs, je vois certaines réactions de militants assez influents à gauche sur les réseaux sociaux. Je vois qu'ils soutiennent tout ce que fait Mélenchon. Toutes les purges internes sur Raquel Garrido, sur son mari aussi, Alexis Corbière. Ils soutiennent tout ça. Toutes les candidatures vraiment les plus radicales, les plus racistes, anti-blancs, etc. Tout ça, c'est soutenu par les militants. Et c'est une cinquantaine de militants sur le net. Mais ils sont pas obligés de suivre. Hein. Non, ils sont pas obligés de suivre. Ils ont tellement peur de déborder par la gauche. Je pense que ça... Ouais, ils ont pas envie de décevoir leurs militants. Je pense que c'est vraiment un programme du rêve. C'est vraiment, on fait un maximum de promesses les plus irréalisables les unes que les autres. Et les femmes vont rester belles jusqu'à 120 ans. Et les maris, enfin j'en sais rien, c'était qui était une imbécilité. Il n'y a pas un truc qui a été essayé dans l'histoire et qui n'a pas marché qu'ils n'essayent pas. Le blocage des prix, le blocage des loyers, l'absence de droit de propriété, l'augmentation des impôts sur les riches. Enfin, il n'y a rien qui manque. Hein. Ce que disait ce brave Reagan, qui avait quand même bien raison, il disait le problème, c'est pas qu'il y a trop de riches, c'est qu'il y a trop de pauvres. Donc il disait ce qu'il faut, c'est faire monter le nombre de riches, pas le faire baisser. Bien sûr. Non, mais la gauche préférera toujours couper un petit gâteau à part égale plutôt que couper un grand gâteau à part inégale. Et surtout, ils n'ont pas d'explication sur la croissance. Non. Ils n'ont pas, par exemple, la création de valeur, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas le rôle, par exemple, je le vois dans certains commentaires qui sont faits sur ces émissions et sur les écrits, les gens me disent, mais de toute façon, ce qui crée la valeur, c'est le travail. Eh ben, c'est pas vrai. Si la valeur crée le travail, si le travail crée la valeur, l'Union soviétique serait le pays le plus développé du monde. Oui, ce qui crée la valeur, c'est la prise de risque et l'invention. Voilà ce qui crée de la valeur. Ouais. Oui, parce que sinon, enfin, je veux dire, absolument rien n'empêche tous les salariés de Carrefour de se mettre en mutualisation et de faire un autre grand groupe. Exactement. Voilà. Je veux dire, à ce moment-là. Non, mais c'est pas ce qui compte, on vit dans un monde des idées. Donc, si ce qu'il faut, c'est un type qui a une idée nouvelle. Le fait que vous mettiez plein de capital et plein de travail veut pas dire que vous aurez une production qui sera rentable. Ça veut rien avoir. Oui. C'est-à-dire, le capital, le travail et le risque, c'est le troisième truc, c'est le truc qu'ils refusent de voir. Parce que dès que vous me disiez la prise de risque doit être récompensée, ça veut dire que la distribution de la richesse doit être selon la loi de Pareto. Et ça, ils veulent que tout le monde ait la même chose. Ce qui est idiot. Oui, c'est sûr, c'est absolument impossible. Et par exemple, il y a une de leurs mesures, je voudrais en parler de manière très simple, parce que leur programme il est long comme le bras, on n'aura jamais le temps. J'ai lu dans Le Monde quand j'ai tapé programme de la gauche, là, c'était le programme de la gauche. Il n'y avait pas une critique, il avait l'air de trouver ça très bien, Le Monde. Oui, bah c'est pas étonnant. Mais il y a déjà une simple mesure qui peut paraître anodine par rapport au reste du programme. Revalorisation du SMIC à 1 600 €. Bon, alors par exemple, si je prends Carrefour. Alors Carrefour, ils ont 100 000 salariés. Il y en a environ 70 000 sur les 100 000 qui sont autour du SMIC. Et donc la revalorisation coûterait en moyenne 180 € par mois par salarié au groupe Carrefour. Donc la facture totale, ce serait environ 150 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 15% du résultat net de Carrefour. Sachant que leur marge, c'est 2,6%. Donc, je veux dire, d'un seul coup, derrière, ça voudrait dire déjà une augmentation des prix. Donc le consommateur... Et là, vous faites un calcul, pénalisé. Vous me dites 1 600 €, mais il est à combien le SMIC aujourd'hui? À 1 200? Il est un peu en dessous des 1 500, il est à 1 400 quelque chose. Bon, ben, quand les gens me disent le SMIC est trop bas en France... Je lui dis très bien, vous avez sûrement raison, mais le vrai coût pour l'employeur, c'est pas 1 400, c'est 2 800. Oui. Donc le SMIC en France, il n'est pas à 1 400, il est à 2 800. Oui, en termes de coût d'employeur, oui. Donc s'il fallait le ramener de 2 800 à 1 600,
les gens seraient pas contents. Ouais. Vous savez, c'est comme on disait, un de mes amis, quand on avait fait passer le travail à 35 heures, là, il avait dit ça va être dur dans la fonction publique parce qu'il va falloir qu'il passe de 31 à 32 à 33, 34, 35 pour arriver à 35, ça va être dur, quoi. Ouais. C'est la même chose. Ce qu'ils ont l'air de dire, ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que le coût du travail, il n'est pas ce qui est annoncé dans la feuille de salaire, il est le double. Ouais. Et donc, s'ils augmentent à 1600, comment 1600 ils disent contre ça fait pas 150 euros de plus, ça fait 300 euros de plus pour le coût. Donc votre calcul, ça fait pas 15% de la marge brute, ça fait 30% de la marge brute. Et à ce moment-là, le cours de Carrefour va s'écrouler en bourse. Et ils vont devoir fermer toute une série de magasins parce qu'il y aura plus de. Et donc derrière, ça veut dire énormément de licenciements. Donc en fait, une augmentation absolument hallucinante du chômage. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, le chômage. Le pays qui a le plein d'emploi, comme la Suède, etc., ou Hong Kong, ce sont des pays où il n'y a pas de salaire minimum. Et j'imagine qu'il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Très peu. Parce que les gens qui sont en dessous peuvent trouver du boulot. Ceux qui ont une rentabilité inférieure à 1600, il y en a un paquet, ils peuvent trouver du boulot. Et d'ailleurs, les périodes de chômage sont pas du tout propices à l'augmentation générale des salaires, puisque vous êtes en position de faiblesse par rapport au monde des entreprises qui dit moi j'ai plein de chômeurs sous la main, donc si je te prends pas, je trouverai toujours quelqu'un qui accepte d'être payé moins que toi. Ce que je trouve abominable dans tout ça, si vous voulez, c'est la seule politique sociale qui soit valable, finalement, c'est le plein emploi. Parce que dans le plein emploi, c'est assez facile, quand vous avez un plein emploi, comme c'est le cas en Suisse, allez, vous pouvez dire à votre patron si vous emmerde, je donne bonne émission, je vais aller bosser dans le magasin d'à côté, j'en ai rien à foutre. Ouais. Mais à partir du moment où vous avez du chômage, vous êtes sous la coupe de petits chefs gris qui exigent des faveurs, toute saloperie. Oui, vous n'êtes pas du tout en position de force, puisque de toute façon, on trouvera toujours quelqu'un de plus désespéré que vous, qui est prêt à travailler pour moins que vous, voilà. Alors que dans le plein emploi, donc, tout le monde a déjà un travail. Cette politique est faite par les petits hommes gris, parce que c'est eux les chefs qui ensuite en tireront les bénéfices. Ils pourront emmerder les gens jusqu'à ce qu'ils se suicident, quoi. Donc, encore une fois, tous ces gens qui veulent le bien du monde, ils ont une caractéristique ils veulent le bien des gens là-bas, loin, du monde entier, mais en général, leur famille et les gens autour d'eux sont malheureux comme des pierres parce que ce sont des salauds. C'est peut-être une généralisation, mais j'ai toujours vu que ceux qui aimaient beaucoup, ils veulent sauver le monde, mais la petite vieille dame qui meurt à côté de chez eux, ils s'en occupent assez peu, quoi. C'est-à-dire c'est un truc déclaratif. Ouais. C'est pour dire moi je prends des mesures parce que je veux sauver la planète ou je veux faire régner la justice sociale. Mais qui définit la justice sociale? Et ne parlons même pas de leur politique d'immigration, c'est-à-dire que c'est... mais en même temps, si vous voulez baisser le coût du salaire, vous vous rendez compte, c'est vous. Encore une fois, si c'est vous le gars qui distribuez les prébendes, plus il y a de gars à distribuer les prébendes, plus votre pouvoir et votre importance devient... Ouais. C'est-à-dire que sur l'immigration, pour vous la faire courte, c'est... en fait, on supprime le concept même d'immigration clandestine. C'est-à-dire que toutes les voies deviennent légales et régularisation immédiate de absolument tous les clandestins. Donc en fait, il y aura une immigration clandestine de 0, mais il y aura une immigration totale nette de probablement plus de 1 million par an. Et donc ça fera 1 million d'habitants en plus qu'il faudra aussi loger, qu'il faudra aussi nourrir. Et donc il faudra aussi en faire des écoles, des hôpitaux, des lits d'hôpitaux, etc. Mais ils payent rien pour tout ça. Non, mais tout ça est un peu tristouné. Mais c'est tellement... c'est ce que disait Thomas Sowell, un de mes héros, vous savez, cet économiste américain qui est remarquable. Tout à fait. Il disait, je comprends pas pourquoi, si je gueule qu'on me retire l'argent que j'ai gagné, je suis un gros égoïste. Ouais. Et celui qui crie pour qu'on me l'enlève, lui, c'est un homme généreux. Ouais. Vous avez remarqué que c'est avec toujours le pognon des autres qui sont généreux? Oui, absolument. Monsieur Mélenchon, il a un très bel appartement à Paris. Il pourrait le vendre et le distribuer aux pauvres. Oui. Oui, tout à fait. Écoutez, s'il se fait un tel souci pour les pauvres... Ils veulent supprimer la loi anti-squat. Donc déjà, on pourrait peut-être commencer par organiser un squat chez Mélenchon, pour commencer, déjà. Ce serait une bonne idée, ça. Pourquoi pas?
De toute façon, s'il le fait, c'est qu'il sera à Matignon, lui, donc il s'en foutra de son appartement. Mais on pourrait faire un gigantesque squat à Matignon, peut-être. Ça peut être marrant. Mais il y a les flics qui sont là dehors. Vous dites aux flics, on vous filera des appartements, des chambres de bonne là. Ouais. Ils seront mieux qu'à la Garenne-Colombe. J'ose espérer quand même que si Mélenchon arrivait au pouvoir, les flics tenteraient un truc, parce que là, je veux dire, ils n'auront rien à tâter. Les marchés financiers, la bourse, etc. s'écrouleront avec une telle rapidité que de toute façon il n'y aura plus de pognon une semaine après, quoi. Donc ils n'auront rien à tenter. Il faut simplement laisser ces crétins arriver au... Voilà, c'est... Bon, apparemment aussi, oui, enfin je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un type qui avait battu sa femme qui va plus se présenter. Là. Oui, Quatennens, le rouquin. Le rouquin, avec les cheveux en brosse, là. Donc apparemment... Voilà, tout ça est surréaliste. Voilà. Il y a des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas le mien, quoi. Et comment expliquer que certaines personnalités plutôt de centre-gauche, ordinairement, quelqu'un comme François Hollande, littéralement, quelqu'un comme Jean-Marc Ayrault, j'ai vu qu'il avait fait un tweet ce matin, quelqu'un comme Lionel Jospin, se rangent tous du côté du nouveau Front Populaire. Vous savez, c'est une des choses les plus difficiles qu'il y a dans la vie, c'est savoir pourquoi les crétins pensent comme des crétins. Ça, j'y suis jamais arrivé. Hein. J'ai déjà du mal à savoir ce que je pense moi-même, mais alors, je refuse systématiquement d'essayer de comprendre. Jospin, il a fait que des conneries toute sa vie. C'est lui qui a quand même fermé le programme Super Phoenix. Super Phoenix, on avait des dizaines d'années d'avance parce qu'il voulait 3% de voix des écolos. Fabius a été grotesque du début à la fin. Ça, après, personne ne le détestait, mais tout le monde se marrait, quoi. Il a l'air d'un gros pingouin. L'autre, l'ancien maire de Nantes, il y a qu'à voir l'état dans lequel est sa ville. Ah oui. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont des gars qui ne réagissent pas. Je crois peut-être pendant la discussion de gauche et de droite, c'est qu'un type de gauche ne réagit pas au retour d'expérience. C'est-à-dire que si par exemple les expériences économiques qu'il a tenté se plantent, c'est parce qu'on n'en a pas fait assez. Oui, sans doute. Tandis que le type de droite, il réagit au retour d'expérience en disant j'ai essayé ce truc pas, ça marche pas, je vais pas l'essayer 2 fois de suite, quoi. Ouais. Mais j'ai vu un professeur tout à fait étonnant, un Libanais, juif, qui est maintenant professeur au Canada, qui est un type au poil, qui est professeur de philologie et de sciences sociales, etc., dans une des grandes universités indiennes. Et il disait quelque chose qui était très étonnant. Il disait, il y a 4 ans, il avait fait un sondage dans la communauté juive de Toronto, je crois. Ceux qui étaient pour, qui votaient pas d'ailleurs, mais ceux qui étaient pour Trump et ceux qui étaient, à l'époque, pour Madame Clinton. C'était donc. Et il avait eu 72 qui étaient pour le démocrate, un petit nombre, 8 ou 9, qui étaient pour le républicain, puis les autres qui ne savaient pas. Bon, il dit ça, c'est très intéressant. Et 8 ans après, donc, il a refait le même sondage pour savoir si les choses avaient changé. Et il était complètement bluffé parce que c'était exactement les mêmes pourcentages. Entre-temps, on avait eu l'intifada, on avait eu Israël, on avait eu le 7 octobre, on avait eu la guerre en Palestine, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il dit, c'est extraordinaire. Donc, la caractéristique de la pensée de l'être humain, c'est que il ne change pas ses préférences en fonction de ce qu'il a appris, ou ce qu'il pourrait avoir appris. Et je me suis dit, ça c'est curieux, c'est cette espèce d'incapacité à changer son moule intellectuel qui semble être la caractéristique de la gauche. Par exemple, ils n'ont jamais condamné les crimes de Staline. Alors les crimes d'Hitler, on en entend parler toute la journée, et à juste titre, mais les crimes de Staline, on n'en parle pas. Les crimes de Mao, les crimes de Pol Pot, on n'en parle pas. Donc, ce qui me fascine chez eux, c'est ils se trompent, ils sont criminels, ils sont menteurs, et ils continuent. C'est ça, c'est ce truc qu'ils continuent qui est très bizarre. Parce que ne me dis pas qu'ils savent pas. Non, c'est sûr, ils sont au courant. Mais après, ouais, Avouez que c'est curieux, je crois. Oui, non, mais moi-même, donc ça veut dire qu'ils sont littéralement dans une forme de pensée religieuse. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause le dogme.
Donc d'un côté, vous avez les esprits rationnels, scientifiques, elle est à la place de droite, et de l'autre côté, les esprits religieux, qui placent ça sur le plan de la morale ou je sais pas quoi, qui sortent du domaine rationnel pour aller sur le plan de leur morale et des sentiments. Et là, ils sont toujours à l'aise. Effectivement. Moi, ça me laisse pantois. Et alors par contre, pour ce qui est de la communauté juive en France, c'est pas tout à fait la même chose. Non, parce que malheureusement, ils sont en train d'apprendre assez vite. Là, ils ont beaucoup... Oui, là, ils ont appris très vite. Et ils ont beaucoup pauvres. voté à droite. Déjà, rien que sur la communauté des Français établis hors de France en Israël. Les scores aux européennes, c'était 41% pour la liste de Marion Maréchal et une dizaine de pourcents pour la liste de Jordan Bardella, donc ça faisait 50% à eux deux. Donc là, l'addition est assez vite salée pour le coup. Oui, parce que c'était pas du tout ça il y a 5 ans avant. Ouais. Oui, alors c'est... alors comment faites-vous quand vous avez toute une partie de votre population qui sort du cadre rationnel pour rentrer dans le cadre émotionnel et moral. Bah ça, la morale collective. Je sais pas trop. C'est une saloperie, il peut pas y avoir de morale collective, mais ils veulent vous imposer une morale collective. Oui, surtout que parfois cette morale... Et eux, ils y cèdent. Ouais. Parce que si vous avez comme des gars comme Hollande, etc., qui cèdent, c'est qu'ils sentent la pression de cette morale collective, et donc ils savent pas dire non. Ils savent pas dire c'est vous qui avez tort, non, moi je reste tout seul dans mon coin. Je pense que c'est peut-être la pression d'un milieu. Et ils sont toujours... je suis leur chef, donc je les suis, c'est ça l'idée ? Ouais, il y a sans doute un peu de ça. On sous-estime souvent la pression de son propre milieu, et je vois l'influence. Je discute avec des gens justement parce qu'il y a eu une effervescence autour de cette question des législatives, etc. Et je vois des gens qui justement évoluent dans des milieux un peu plus à gauche et qui se disent c'est pas possible, ils vont gagner, ils sont tellement nombreux, j'en vois tout le temps, machin. Oui, mais en fait, quand on regarde la carte de France, ils sont tous au même endroit. Vous vivez à cet endroit, donc forcément ils sont tous là. Bien sûr. Ils sont quasiment tous là, donc forcément vous ne voyez que ça. Mais je veux dire, c'est pareil, si vous êtes en 2022, quand vous êtes à des meetings de reconquête, vous avez l'impression que Zemmour va gagner. Au final, Zemmour fait 7%. Voilà, c'est juste écrit. Et là, c'est un peu la même chose. Dans les marchés financiers, parce que dans les marchés financiers, on apprend très bien que si il y a des moments où il faut suivre tout le monde, là, ça s'appelle le momentum, c'est-à-dire on se fixe, si ça monte j'achète, si ça baisse je vends, donc ça c'est la partie la marée monte, achète, mais c'est la deuxième, c'est que il y a des gens, enfin ça fait partie du marché financier, qui à un moment disent non, le marché a tort et moi je vais aller dans l'autre sens. Ouais. Et cette capacité dans le fond à juger par soi-même à un moment où il faut savoir dire non, eh ben, c'est rare. C'est rare. Moi, j'en me laisse pantois. C'est-à-dire que les gens, je sais pas ce que disait De Gaulle, la seule chose dont les bourgeois français ont peur, c'est de plus être invités dans les dîners en ville. Ouais, il y a de ça. Ils ont peur de plus être invités. Il y a de ça, c'est vrai que, par exemple, c'est très simple. Si on compare, il y avait aussi Nicolas Sarkozy qui avait été interviewé par le JDD la semaine dernière. Et si on compare la réaction de François Hollande à ce qui se passe à celle de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy n'adoube pas cette union des droites. Mais enfin derrière il a pas de mots particulièrement durs à l'égard de Jordan Bardella. Il dit que c'est un mec talentueux et tout, mais que peut-être il a sans doute pas assez d'expérience pour gérer le pays. On peut l'imaginer, mais c'est pas comme lui, si lui ça l'avait aidé, hein. Oui, bon, effectivement. Moi, les mecs qui disent j'ai besoin d'expérience, je vais pas vous dire le contraire, mais la timidité de la réaction par rapport, pour son camp de droite, c'est-à-dire que globalement, quand on regarde ce que représente le RN et la partie un peu à droite des LR, ça correspond globalement à l'idée de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, qui était vraiment très axée à droite, qui n'avait pas grand-chose à voir derrière sur l'exercice du pouvoir, de son mandat. Mais je veux dire, le discours était quand même assez à droite. Il a pris pas mal de voix à Jean-Marie Le Pen. Enfin voilà, le discours était effectivement robuste. Alors que donc lui, il est assez timide pour dire que cette union nationale est une bonne chose. En revanche, François Hollande carrément se réengage dans la bataille, totalement front de gauche et tout. Il l'a pas dit, mais à mon avis, il a très envie de devenir Premier ministre pour embêter Macron, qui l'avait trahi à partir de 2015. Il y a vraiment une honte
d'être à droite. Donc, quand on est dans un certain milieu autorisé. Bah oui, c'est bien pour ça qu'on a un problème. Le problème est assez simple, c'est que la France est un pays qui a besoin d'être gouverné par quelqu'un qui est légitime, pas légal, mais légitime. Et donc, comme la gauche se sent comme seule capable de déterminer qui est légitime et qui ne l'est pas, si vous avez quelque ambition que ce soit, il faut que vous soyez à gauche pour que quand vous arrivez au pouvoir, vous soyez déclaré légitime. Ouais. Et c'est ça là pour ça que j'ai une certaine admiration pour cette bonne Marine Le Pen. Ouais. C'est qu'elle en a rien eu à foutre, elle a continué à avancer, à tirer son sillon tout droit, elle allait à Beaumont-Hénin, elle allait voir les paysans, on la voyait jamais à Paris. Moi, ça m'a plu parce qu'elle avait l'air de dire, vous pouvez penser ce que je vous voulez de ma légitimité ou pas, mais la seule légitimité qui compte, c'est celle qui vient du suffrage universel. Hein. Ouais. Et donc, quelque part, je me dis, ben voilà un parti qui est démocrate, qui cherche à gagner les voix, et voilà un parti qui n'est pas démocrate, qui cherche à expliquer qu'eux, ils savent parce qu'ils sont les meilleurs. Ouais. Ben ça, Donc moi, la façon dont j'analyse ce vote, c'est de dire c'est la plus grande victoire qu'on ait jamais vue, de la province contre Paris, des classes populaires contre les élites, et contre l'ENA. Oui, effectivement. C'est le désastre des technocrates, de l'ENA, de Paris, contre le reste de la France qui dit vous nous faites bien brère. Ah, c'est très clair, oui. Et pour moi, c'est ça. Je dis, ces gens-là nous disent vous nous faites bien brère. Et ça me rappelle quand je vais au Canada de temps en temps, au Québec, je rentre dans une boutique, je parle anglais, puis je parle à ma femme ou à mon frère ou à mon fils qui est là, et puis je lui dis je parle en français. Et ils me disent mais vous parlez français, et à ce moment-là, ils deviennent très aimables. Donc j'ai l'impression que quand je vais retourner dans le sud-ouest, dans le sud-est, là, cet été, je vais me mettre à parler avec de l'accent. Pour qu'on ne prenne pas pour un Parisien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... je crois que... il faut se Le président de la République actuelle et le Premier ministre actuel sont des caricatures de la créature parisienne. Et tout le monde a voté massivement contre eux en disant « Vous n'êtes pas français Vous n'aimez pas la France ?» Ils ont jamais été à la campagne, ces gars-là. Oui, clairement. Bah, quand on voit toutes les cartes, et je pense que ça va être à peu près la même chose le 30 juin au soir, faudra comparer les cartes électorales de Paris et du reste de la France. Est toute bleue, et puis il y a Paris qui est rouge, là, au milieu. Paris et la petite couronne, effectivement, et où là, c'est absolument impossible d'imaginer avoir des députés du Rassemblement national, alors qu'ailleurs, c'est quasiment une évidence, je pense, dans la majorité des circonscriptions. C'est pour ça que je pense que le RN en fait, a une chance de gagner. Celui qui a tout vu depuis des années, c'est Christophe Guilly. Ouais. Il a tout vu, il a tout annoncé, il a tout expliqué. Tout à fait. Donc, il est considéré comme quelqu'un pas vraiment sérieux par les autres éminents géographes. Et depuis, non seulement il avait déjà raison à l'époque, mais il a de plus en plus raison depuis. C'est-à-dire que la gauche continue dans son discours. Et d'ailleurs, un des mecs de gauche... C'est pour ça que je crois qu'ils vont prendre une branlée. Un des mecs de gauche qui n'est pas dans cette ligne-là de draguer uniquement l'immigration, tout simplement parce que ça ne correspond pas à son mandat local, c'est François Ruffin. François Ruffin, il est dans une terre qui vote beaucoup pour le Rassemblement national. C'est très connu. Voilà, c'est un député de la Somme. C'est un des rares que j'écoute avec plaisir. Pour moi, bon, il dit beaucoup de conneries, mais c'est vrai qu'il a pas la ligne la plus bête au sein de la France Insoumise. Et d'ailleurs, c'est un dissident de Jean-Luc Mélenchon. Il a failli, je pense, se faire purger là récemment. Il a d'ailleurs protesté contre cette purge de ses camarades. C'est très bien, ce qu'il a écrit, c'était très bien. Et il s'est fait vivement rabrouer par Jean-Luc Mélenchon. Et derrière, tous les militants, j'ai vu, étaient totalement anti-François Ruffin. Alors que c'est leur meilleur élément, techniquement. C'est leur meilleur élément, et ils sont tous contre lui. Donc voilà, il y a une pression militante aussi qui fait que le parti se radicalise sur des questions comme l'immigration, sur la question palestinienne. Ils ont encore parlé de ça hier, là, dans leur manif. Ils parlent que de ça. Ben, tout ça, et je sais pas, il devrait aller se présenter dans la première circonscription du Hamas, là-bas, je sais pas, à Gaza. Je suis sûr qu'il fera un tabac, là. Ouais. Je peux pas imaginer les dames du
de Mélenchon allant se présenter là-bas et ça serait... il serait accueilli comme un prince, je pense. Mais il faudrait pas qu'il amène trop de militants parce que derrière tout ce qui est Gay Pride, etc., à mon avis, ce serait pas trop bien reçu. Donc faudrait éviter de venir avec des transsexuels, des militants à cheveux bleus et tout, avec des piercings dans le nez, ce sera moins bien reçu. Donc c'est extraordinaire cette capacité qu'a la gauche. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai écouté un type, vous savez, que vous connaissez, il s'appelle Jordan Peterson, qui est ce Canadien qui est très intelligent. Il dit, quand on discute avec des gens de droite, ils savent assez bien l'endroit jusqu'où il ne faut pas aller. Mettons que ce soit le racisme, par exemple. La supériorité, le racisme, etc. Donc, il y a des endroits où les gens de droite ne vont pas. Instinctivement, ils s'arrêtent avant. Et il n'arrête pas de demander aux gens de gauche au pouvoir partout, où est votre limite sur la gauche ? Et il refuse toujours de dire où est la limite. C'est-à-dire que dans leur course effrénée vers un égalitarisme absolu, ils ne disent pas à quel moment les mesures qu'ils prennent deviennent tellement liberticides qu'ils deviennent illégitimes, vraiment. Donc ils disent ce qu'il y a d'extraordinaire avec la gauche, c'est le refus de dire à quel moment la gauche exagère. Un type de gauche ne peut pas exagérer. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est curieux. C'est la seule chose qui peut empêcher des dirigeants de gauche d'aller toujours de plus en plus à gauche, c'est uniquement la démocratie. C'est uniquement le fait de se dire oui, mais je vais perdre des électeurs au centre. Ça veut dire que là, ils vont prendre. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont prendre une branlée. Sans la question de la démocratie, ils n'ont aucune limite. Parce que dans leur tête, quand on est de gauche, on est vertueux, et quand on est de droite, on est du côté du mal. Par conséquent, plus on est de gauche, plus on est vertueux, selon cette logique. Et donc, on ne peut pas être, en quelque sorte, trop vertueux. On ne peut pas être trop de gauche. Alors que quand on est de droite, généralement, quand on est de droite, ça ne nous fait pas spécialement plaisir d'être de droite, parce qu'on se dit, en fait, c'est juste, nous avons besoin de limites. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Le type de droite sait que le mal et le bien passent en lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon ou il n'est pas mauvais. Il y a des moments où il est bon et des moments où il est mauvais. Oui. Et tandis que de gauche, il ne sait pas que le mal passe en lui. Il est persuadé que lui, il n'est pas touché par le mal. Absolument. Et ceux, c'est la vieille blague, mais ceux qui, quand le diable veut emmener quelqu'un, la meilleure des choses à faire, c'est de le convaincre que le diable n'existe pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens de gauche ne savent pas que cette tentation de penser qu'eux, ils sont bons, c'est le diable. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est le malin, c'est le maître du mensonge. Mais ils en sont persuadés. C'est-à-dire que dans le fond, allez, je vais hasarder quelque chose, c'est que la gauche adore le diable. Oui, je pense que la gauche est profondément diabolique dans son essence. Elle adore le diable. Oui. Elle est profondément diabolique. C'est curieux, hein. C'est elle qui parle le plus de faire le bien. Ouais. C'est elle qui produit le plus de mal, au final, je trouve, dans l'histoire, dans l'expérience historique. Alors que la droite a parfaitement conscience d'elle-même et elle essaye de lutter contre ses propres tares et les propres effets secondaires qui pourraient arriver vis-à-vis de ses politiques. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, telle politique, je pense, est bonne, mais faut-il l'appliquer ou pas ? Parce que peut-être qu'ensuite, ça aura des conséquences néfastes. Voilà, donc c'est un calcul savant et c'est pour ça que j'adore voir des expériences politiques, parce que j'adore voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, ou ce qui fonctionne dans certaines conditions et qui fonctionne pas dans d'autres. Ce qui est certain, c'est que toutes les expériences vers l'égalité de la gauche sont toujours terminées dans le sang, les larmes et les camps de concentration. Absolument. De ce que disait Milton Friedman, c'est que une société qui recherche la liberté devient naturellement plus égale, mais une société qui recherche l'égalité devient de plus en plus tyrannique. Mmh. Et de moins en moins égale. Et j'espère que l'électeur moyen s'en rendra compte. Il faut punir Mélenchon dans ces élections. Ouais. Mais alors, il faut pas tellement punir Macron, ça c'est déjà fait, si j'ose dire, mais il faut bien que les gens comprennent que s'ils votent, c'est pour punir Mélenchon. Effectivement, on a l'impression, en l'espace de même pas une semaine, on est arrivé déjà dans une ère post-Macron. On a compris que c'était fini. Le gouvernement est en train d'essayer de se sauver. D'ailleurs, Macron ne fait absolument rien pour sauver le gouvernement. On a l'impression qu'il a déjà lâché l'affaire le dimanche soir des élections. Il doit envoyer son CV dans les banques d'affaires à Londres. Oui, bah il sera bien reçu quelque part à BlackRock, j'imagine. Voilà, il aura aucun problème. Mais Gabriel Attal essaye de faire campagne, dire oui, non mais voilà, j'ai sorti le chéquier, regardez les retraités, je vais vous donner tant. Il propose de donner beaucoup d'argent. 1000 € par-ci, 1000 € là. Voilà. Je vais vous donner 10 000 €.
Donc il essaye de se débattre, mais pour l'instant ça stagne dans les sondages. La majorité reste en dessous des 20% globalement, pendant que le RN, lui, est très très bien, au-dessus des 30%, même au-dessus de son score des européennes. Donc ça veut dire qu'on aura énormément de second tour a priori entre le Front Populaire et le RN. On va avoir des second tours, etc. Mais je voudrais faire un truc. On n'est pas favorable ou pas favorable au RN, etc. Le but, encore une fois, c'est la même chose aux États-Unis. On n'aime pas particulièrement Trump, mais il faut se débarrasser de cette classe criminelle mondialiste. Ouais. Donc, vous prenez ce qui passe, et si c'est eux qui vous en débarrassent, c'est très bien. Ouais. Mais il faut d'abord virer tous ces gens-là, quoi. Et puis, tous ces faux juges, tous ces faux administrateurs, ça sert à rien. Je pense que pour aller vers une guérison du pays, de toute façon, on est obligé de passer par là, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que je ne sais pas si Marine Le Pen sauvera le pays, c'est pas forcément ce que je dis, mais je pense qu'on sera obligé de passer par cette étape. Il faut d'abord virer tous ces gars-là, quoi. Il faut d'abord virer tous ces gars-là, il faut changer complètement la classe politique. Mais voilà. Et d'ailleurs, il y a des profils que je trouve très intéressants qui se proposent aux législatives, côté RN ou... Mais il y a le petit Benassa, là, qui en a proposé le bouquin, là, vous savez, là, je ne crois pas s'il se présente, mais enfin, c'est Bigot qui se présente. Bigot tout à fait se présente à Belfort. Ouais. Il se présente effectivement dans la première ou deuxième circonscription du territoire de Belfort. Il y a Charles Prats, dont on a déjà parlé. Il y a Charles-Henri Gallois aussi, qui était déjà passé il y a quelques mois ici. Il y a Maxime Amblard aussi, qui est un jeune ingénieur nucléaire. Donc j'espère qu'il va nous faire une petite politique énergétique comme on aime. Voilà. J'en oublie certainement, mais il y a des profils quand même très intéressants qui c'est ce qui s'est passé quand De Gaulle est arrivé. Tout l'ancien personnel de la 4ème République a disparu, sauf Mitterrand, dont il ne faut pas oublier qu'il avait présenté dans une circonscription de la Nièvre, donc était sa circonscription, celui qui avait organisé le truc des Juifs au Veldiv, vous savez, et il l'avait présenté, soutenu par Mitterrand René Bousquet, en 51-52, Mitterrand soutenait René Bousquet à côté de lui dans une circonscription de la Nièvre. Génial. C'est pour vous dire à quel point c'était un homme de gauche. Ouais. Et donc, à quel point il nous a pris pour des imbéciles, il avait raison d'ailleurs. Et donc, voilà, donc ce qu'il faut, c'est liquider toute cette classe qui était arrivée, mettons, avec Giscard à peu près, et dont... le président actuel n'est que le petit avatar pas très talentueux. C'est l'enjeu effectivement de ces élections. Donc il faut punir Mélenchon et il faut punir... Ouais. Il faut espérer que le barrage anti-Mélenchon sera encore plus fort que le barrage anti-RN. Mais surtout, c'est un barrage qui doit vous être inspiré par le dégoût. Ouais. Parce que cet être est vraiment... comment dire, quand je vois ce qu'il disait il y a 7 ans sur le voile et ce qu'il dit aujourd'hui, etc., il se dit, ces gens sont des crétins, et je vais essayer de les avoir en leur racontant des mensonges. Donc c'est un homme qui ment en sachant qu'il ment. Ouais. Et ben ça, c'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Il a, à mon avis, exactement les mêmes pulsions de massacre que Joseph Staline. Déjà, il fait déjà les mêmes purges. Voilà. Ou Robespierre. Exactement. L'autre jour, dans un discours, il a quand même dit les gens qui se disent être des Français de souche posent un problème de cohésion. Oui, parce qu'il y en a apparemment sur 4, oui. Voilà. Mais où il était sur cette statistique, j'en sais rien du tout, moi. Oui, mais c'est-à-dire que ils nous disent, voilà, vous posez un problème de cohésion pour la société. Bon, je crois donc, que... Il faut avoir 4 grands-parents sur 4 qui sont nés à l'étranger pour pas avoir de cohésion. Ouais, éventuellement, oui. C'est quand même le minimum aujourd'hui. Ouais, mais je sais pas. Enfin, bon. Ben voilà, donc c'est des trucs importants, mais pour la première fois de ma vie, depuis très très longtemps, je redeviens optimiste. Ouais. C'est-à-dire que je vois toute cette espèce de tissu épais de mensonges, dégoulinant de saleté, d'hypocrisie qui est en train de se déchirer. Tu vois, le voile se déchire, l'air va redevenir respirable. Et donc je deviens un optimisme farouche. Et effectivement, ce qui se passe, c'est déjà très intéressant parce que c'est une sorte d'accélération de l'histoire. C'est une catharsis, voilà. D'un seul coup, l'histoire accélère à un rythme qu'on n'avait pas du tout prévu. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait qu'il allait quasiment rien se passer jusqu'en 2027. Et encore, jusqu'en 2027, on nous promettait Édouard Philippe. Donc là, ça aurait été l'horreur. Là, ça aurait été vraiment l'horreur. Donc c'est... Non, mais tout ça, donc...
on va en prendre plein la gueule, ça va être dur, mais on va redevenir libre et on va pouvoir faire on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, on n'aura plus des gens qui m'expliquent comment je dois investir, comment je dois mettre mon argent, comment je dois faire ceci, il y a ESG, il y a cela. Je vais avoir le droit de lui dire, je vous emmerde. La France redeviendra le pays de Cyrano de Bergerac. Il faut espérer. Donc voilà. C'est ce que j'espère. On a une consigne de vote qui est relativement claire, j'imagine que vous l'avez comprise. Donc espérons que nous allons vers des jours meilleurs. En tout cas, je pense que ça peut pas être... Il faut donner du courage à la gauche non mélenchonienne. Donc il faut ratatiner Mélenchon. Oui, effectivement, il faut ratatiner Mélenchon. Il faut aussi, il faut rappeler qu'il y a un total continuum entre la version de la gauche la plus radicale qui existe et sa version modérée aujourd'hui. Il y a un continuum qui va de Mélenchon à François Hollande. Ils sont exactement dans la même alliance. Ils ont le même programme. Ils ont un programme commun. Je comprends pas qu'un type comme Hollande ait ce programme, mais ça défie l'entendement. Non, mais ça prouve bien qu'ils ont absolument aucun sens des réalités et aucun sens de l'humanité aussi, je pense. Et de la responsabilité. Et de la responsabilité. Donc, et puis derrière, il y a le camp macronien qui est déjà en train de se faire balayer. Donc, il faut le plus possible balayer les deux. Voilà, balayer les deux. C'est ce que je pense. Je vous remercie pour votre attention et puis on vous tiendra au courant parce que cette époque est vraiment très intéressante. Donc à très bientôt sur l'Institut des Libertés et je vous souhaite une très bonne semaine.